La réalité inconnue. Tome 1, les livres des 7. On est toujours sur l'introduction, le partie 3. Il est clair que de nombreux arguments allant, je suppose, à l'encontre de tout ce que j'ai écrit dans les 4 derniers paragraphes peuvent être avancés, mais ce qui est dit résume approximativement la façon dont Jane et moi considérons le matériau de 7 par rapport à d'autres philosophies. J'apprécie en particulier le fait que le travail de Jane, sa contribution à notre façon de penser, soit le fruit de sa seule psyché, sans l'aide de laboratoires, de statistiques ou de tests. J'entends par là que pour nous, le vrai test consiste à observer comment le matériau de 7 peut nous aider sur le plan pratique dans notre vie quotidienne. En 1965 et 1966, nous nous sommes livrés à d'autres types de tests plus formels qui sont détaillés au chapitre 8 de matériaux de 7. Nous avons facilement tendance à oublier aujourd'hui le fait qu'ils ont été en grande partie couronnés de succès et qu'ils pourraient être repris à n'importe quel moment. Quand nous les menions, je me demandais, et je me demande toujours, pourquoi de toutes les créatures terrestres, l'animal humain est celui qui a ressenti la nécessité de construire des laboratoires destinés à prouver ce qu'il est réellement et ce que sont vraiment ses capacités télépathiques, métaboliques ou autres. À lui seul, ce sujet est si vaste que Jane et moi pourrions écrire sur ce thème indéfiniment et je ne peux que l'évoquer ici. Dans ces laboratoires, l'homme a de grandes chances d'obtenir des réponses préprogrammées basées sur ce qu'il pense déjà connaître. Son équipement extériorisé peut difficilement produire quoi que ce soit d'autre. Un scientifique ne considère pas qu'un atome d'oxygène ou tout autre élément est vivant et encore moins conscient. Pourtant, un assortiment de certains atomes assemblés en une forme humaine se dit lui-même vivant et refuse avec véhémence le même statut à des atomes identiques qui ont la malchance d'exister en dehors de cette structure humaine. Mais dans le matériau qu'il nous donne depuis 10 ans, cette expose quelques-unes des raisons pour lesquelles notre compréhension de l'état général d'être humain est si réduite. Et je suis sûre qu'il y a encore beaucoup à venir. Ça, c'est sûr. L'idée que Jane, en utilisant simplement son organisme physique et son esprit non physique, fasse constamment la démonstration d'attitude que les autres humains ne sont pas censés avoir, me réjouit énormément. Nous ne sommes pas satisfaits des réponses que l'ordre social, qu'il soit oriental ou occidental, donne à nos questions. Nous disons donc sur la base du matériau que Seth propose, chaque lecteur peut se faire sa propre idée sur des sujets tels que le sens de la vie, ses secrets et ses mystères, ses possibilités infinies. Voici à présent un extrait de la session 750 du 25 juin 1975.
2 mois après que Seth ait terminé de dicter la réalité inconnue. Non seulement il y rappelle brièvement les motifs l'ayant amené à produire ce livre, mais il commente une autre de ses idées fondamentales sur lesquelles il est important, à mon avis, d'insister. Il est question de la perception. La réalité inconnue a été écrite pour donner des aperçus individuels sur des structures alternatives de réalité. Ce livre est destiné à servir de carte pouvant mener non pas à un autre univers objectivé en tant que tel, mais à des chemins intérieurs de conscience. Ces chemins ou fils intérieurs de conscience font entrer en jeu des éléments qui aident à comprendre que le contenu d'un univers objectivé peut en fait être perçu très différemment. Vous faites partie de ce que vous percevez. Quand vous modifiez la focalisation de votre perception, vous changez automatiquement le monde objectivé. Ce n'est pas que vous le percevez différemment alors qu'il reste le même, indépendamment de votre expérience. L'acte de perception en lui contribue à former l'événement perçu et fait partie de lui. Et quels sont les sentiments de Jane par rapport à sa relation avec Seth? Quels sont les mécanismes de sa médiumnité? Nous pensions au départ qu'elle écrirait sa propre introduction pour accompagner ses notes préliminaires. Mais elle a finalement décidé que ce n'est pas nécessaire. Elle ne voulait pas non plus répéter une bonne partie du matériau qu'elle avait déjà traité dans ses propres livres. Au lieu de cela, elle a écrit en mars 1976 l'essai suivant, que je considère être une excellente récapitulation de la combinaison des réalités intérieures et extérieures dont elle fait l'expérience tandis qu'elle exprime pour Seth. Le livre La réalité intérieure est bien sûr en lui-même un produit de la réalité intérieure de l'esprit. Puisque je l'ai entièrement produit en état de transe en tant que Seth. D'une certaine façon, cet ouvrage est le produit d'une combustion physique intérieure. L'étincelle qui jaillit dans notre monde quand la réalité de Seth frappe la mienne, ou vice-versa. Pour moi, c'est un état accéléré. Je le comparerai à un état supérieur de veille plutôt qu'un sommeil habituellement associé à la transe, mais un état de veille d'un genre différent, dans lequel le monde habituel semble être celui qui dort. Mon attention n'est pas émoussée, elle est ailleurs. En tant que Jane, je ne suis pas tenue à l'écart lorsque je suis dans ce type de transe. Pourtant, je sors de mon moi Jane d'une façon impossible à décrire et j'y rentre dès que la session est terminée. Il doit donc y avoir un autre jeu qui quitte Jane et attend patiemment sur la rive, pendant que je plonge tête baissée dans ces autres dimensions d'expérience et d'identité. Une fois que la transformation quasiment instantanée est faite, je deviens Seth
où 7 devient ce que je suis. Et dans cet état-là, les conditions de perception sont originaires d'autres champs de conscience que les nôtres. Ces sessions ne me fatiguent jamais. Au contraire, je me sens souvent plus en forme après qu'avant. En général, je ne me rends pas compte du temps passé. Je peux par exemple parler en tant que 7 pendant 1 heure et regarder ma montre avec surprise quand je reviens, croyant qu'un quart d'heure au maximum s'est écoulé. La transe n'est toutefois pas statique. Elle a des graduations et des caractéristiques. Celles-ci sont pratiquement impossibles à expliquer, mais l'état n'est pas toujours le même. Il a des pics et des vallées, des colorations et des intensités psychologiques qui marquent sa nature. L'état de transe se caractérise par une impression d'énergie inépuisable, de plénitude émotionnelle et de liberté subjective. Par moments, la voix de 7 est forte et très puissante. Même en transe, je m'en rends compte et je suis emportée dans son énergie. Dans les premières années de ma médiumnité, la voix et l'accent de 7 me semblaient très étranges, que ce soit en m'entendant parler pour lui pendant les sessions ou en écoutant les enregistrements. Mais en transe, ce que l'on sait, on le sait. Quand je reviens dans mon état normal, les mots que je viens de prononcer en tant que 7 s'évanouissent comme un rêve. Bien que j'ai lu la réalité inconnue depuis que ce livre est terminé et que j'en ai lu des parties durant sa production, ce texte me paraît étrangère de façon on ne peut plus étrange. Il semble que mon esprit soit plus opaque qu'à l'ordinaire, comme si une partie de moi refusait de prendre consciemment en considération les manuscrits prouvant de mes transes, peut-être pour m'éviter toute confusion. J'aime maintenir séparées les frontières de mes états subjectifs. C'est sans doute un moyen économique et pratique de gérer des conditions exotiques de façon aussi naturelle et simple que possible. De cette manière, l'état de 7 reste inviolé. Et celui de Jane également. Quand je suis 7, je suis uniquement une petite partie de sa réalité. Peut-être seulement la partie que je peux saisir, mais je me délecte de cette énergie personnifiée. Quand 7 tourne son attention vers des gens, en s'adressant à eux ou en répondant à leurs questions, je sens une appréciation quasi multidimensionnelle de leur valeur et de leur individualité. Il comprend la validité de chaque personne ou la salue avec une approche des gens selon un éclairage qui est totalement différent de notre. L'expérience de sa réaction aux autres m'amène à soupçonner l'existence d'une expérience émotionnelle beaucoup plus vive que celle que nous connaissons. Je suis cependant certaine que 7
représente quelque chose d'autre, une autre sorte de personne, que cette survient quand ce type d'être croise mon monde subjectif. À de nombreux égards, nous sommes une espèce solitaire. Nous semblons rôder à jamais au confins de notre propre nature. Peut-être notre idée d'identité est-elle comme un cercle magique que nous avons tracé autour de nos esprits, de sorte que tout ce qui se trouve à l'extérieur pourrait sombre à étrangère et étrangère, pas comme nous. Il y a peut-être d'autres feux psychiques qui éclairent ce paysage intérieur avec une lumière beaucoup plus grande que la nôtre. D'autres aspects de conscience auxquels nous sommes connectés aussi sûrement que nous le sommes avec les animaux, dans une chaîne d'êtres que nous comprenons à peine. Nous aimons regarder en arrière vers notre origine animale. Nous prenons comme allant de soi que l'évolution en ces termes est terminée et que nous voici, nous les rois de la montagne. Mais peut-être sommes-nous juste au milieu, percevant de manière imparfaite l'existence d'autres versions lointaines de nous-mêmes qui apparaîtront dans un futur situé trop loin devant nous pour que nous le connaissions. Peut-être suis-je une lointaine ancêtre de cette, en ces termes, vivante dans la vie qui est la mienne, mais juste un souvenir dans la sienne. Seth dit avec insistance qu'il y a une action fraîche dans le passé. Alors si c'est le cas, je cherche encore mes propres voies. Quand je pousse ma réflexion aussi loin, une accélération bizarre s'empare de moi. Mon corps se détend énormément, mais mon esprit a une étrange impression de mouvement, comme si quelque chose que j'essaie de comprendre passait près de moi, trop vite pour que je puisse le suivre. Je tente pourtant d'aller moi-même plus vite pour le rattraper. Si une de mes cellules essayait de comprendre ma propre réalité subjective, elle aurait sans doute la même impression. Je pense que je suis vivante dans un corps subjectif de Seth, tout comme l'est l'une de mes cellules dans mon corps physique. Je continue juste à tâtonner et à percevoir des événements que ma propre réalité ne peut pas réellement comprendre. Il peut s'agir simplement de la réaction de l'esprit conscient lorsqu'il essaye d'avoir un aperçu de sa propre source. Peut-être quand nous tentons de tels exploits, nous posons-nous métaphoriquement. Oups. Aïe, je l'ai perdu, pardon. Bon, je reprends ici parce que je l'ai perdu. Il peut s'agir simplement de la réaction de l'esprit conscient lorsqu'il essaye d'avoir un aperçu de sa propre source. Peut-être quand nous tentons de tels exploits, nous posons-nous métaphoriquement parlant sur nos plateformes conscientes, regardant vers le haut et vers le bas en même temps.
comme des cosmonautes en état d'apaisanteur. Nous savons qui nous sommes, mais nous ne sommes pas sûrs de notre position, qui se déplace psychologiquement dans un espace intérieur. Nous sommes momentanément pris de vertige, éblouis par un cosmos intérieur de moi divers et de versions de ces moi divers. Nous sentons que nous voyageons à travers une psyché gigantesque qui engendre des moi, comme l'espace engendre des étoiles. Et pour finir, qu'en est-il de nos efforts pour gérer la quantité sans cesse croissante de courrier que la publication des livres de Jane a généré? Soit dit en passant, nous conservons dans un dossier la plupart des lettres et des cartes que nous avons reçues au fil des ans. Notre dernière tentative pour faire face à cette situation a été la rédaction de 3 lettres. La rédaction de 3 lettres préparées à l'intention de nos correspondants. Une courte lettre type de Jane et moi, une plus longue dictée par Seth en avril 1975, peu de temps après avoir terminé La réalité inconnue, et une liste de toutes les éditions des livres de Jane. Nous l'avons préparée pour répondre à de nombreuses requêtes et nous la mettons bien sûr régulièrement à jour. Les lettres type ne sont pas vraiment satisfaisantes pour celles et ceux qui nous écrivent et qui aimeraient une réponse personnelle de la part de Jane ou Seth. C'est ce que nous pouvons faire de mieux dans le temps dont nous disposons. Jane gère elle-même la plus grande partie du courrier ces temps-ci et elle essaye d'ajouter quelques lignes personnelles à chaque réponse. Avec ce système, elle répond à plus de lettres qu'avant, mais nous recevons de plus en plus de courriers. En janvier 1973, Seth nous avait dicté une lettre à envoyer en réponse aux personnes qui nous écrivaient. Elle est reproduite au chapitre 8, session 633 de la réalité personnelle. Beaucoup de gens ont aimé cette lettre et c'est encore le cas. Certains y ont même répondu. C'est pour cette raison que Jane et moi suggérons au lecteur de lire cette lettre-là conjointement à celle qui suit, car comme le dit Jane, elles se complètent et se renforcent l'une l'autre. Nous avons le sentiment que ces 2 messages de Seth reflètent une bonne part de l'essentiel de son matériau et de nos propres situations et attitudes pendant sa production. Nous pensons que présenter ici la nouvelle lettre de Seth est une façon idéale de conclure ces notes. Seth fait référence à Jane par son nom d'identité masculine, Rubur, et à moi en tant que Joseph, pour la même raison. Cher correspondant, Rubur a lu votre lettre, ainsi que Joseph. J'ai connaissance de son contenu. Nous n'avons pas encore d'organisation externe, quelle qu'elle soit. Il n'y a donc pas de secrétaire à qui dicter, par d'intermédiaire, écrivant pour nous des réponses au langage fleuri, conditionné
à l'avance. Rubur et Joseph, ou Jane et Rob, si vous préférez, sont des personnes privées. Ils ont aussi une relation personnelle avec l'univers du fait de cette qualité particulière. Ils résistent à toute forme d'organisation, même si un tel choix pourrait les aider à répondre au courrier. Je suis donc en train de dicter cette lettre. Même si celle-ci va être envoyée à bon nombre d'entre vous, elle est écrite à l'intention de chacun et de chacune. Et je regrette seulement de ne pas pouvoir traiter vos aspirations, défis et problèmes de façon plus individuelle. Certains d'entre vous ont écrit dans la joie, d'autres dans la tristesse. Certains ont écrit pour parler des réponses qu'ils ont trouvées et certains pour demander des réponses. Dans tous les cas, une énergie vous est envoyée avec cette lettre. Cette énergie va stimuler en vous vos attitudes propres. Elle vous conduira à des visions et des solutions que vous seul pouvez avoir. Elle vous mettra en contact avec le fondement de votre être, d'où finissent par jaillir toutes les exultations et toutes les réponses. Mon but n'est pas de résoudre pour vous vos problèmes, mais de vous mettre en contact avec votre propre pouvoir. Mon but n'est pas de venir me placer entre votre liberté et vous en vous fournissant des réponses, mais pour les problèmes les plus tragiques. Mon but